Qu'avons-nous appris d'Alésia à l'école? Que savons-nous exactement de cette bataille? On a tous appris que c'était la défaite de Vercingétorix face à Jules César, qu'après d'intenses combats et un long siège, que l'on entrait désormais dans une nouvelle ère, que les Gaulois allaient devenir des Gallo-Romains. Mais que s'est-il réellement passé lors de ce siège? César a-t-il facilement vaincu ses adversaires? C'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous, pour cet épisode j'ai fait le déplacement à Alésia, plus précisément au Muséoparc situé sur la commune d'Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Je ne vais pas parler de la polémique Alésia en Bourgogne ou Alésia en Savoie, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo d'Histoire appliquée, ici. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement du siège d'Alésia, du déroulement des combats et de la reddition de la ville. Mais avant de commencer, je vais bien sûr faire un petit retour en arrière pour nous replacer dans le contexte. Générique. En moins 58, le Sénat romain va octroyer à Jules César un imperium, c'est-à-dire le pouvoir militaire en Gaule transalpine, en Cisalpine et en Illyrie. À cette époque, Rome possède déjà tout le sud de la Gaule, la Narbonnaise, appelée aussi province. Le but de César est de conquérir tout le reste, rien que ça. Et ainsi de renforcer sa popularité et son prestige militaire et d'augmenter sa richesse personnelle. Accessoirement aussi de rembourser ses énormes dettes qu'il avait accumulées pour accéder aux plus hautes fonctions. Seulement, pour intervenir, il lui faut un prétexte qu'il trouve au moment où le peuple helvète se déplace en Gaule transalpine sans autorisation de Rome. La conquête pouvait alors commencer. Avant de poursuivre, il est bon de rappeler que la guerre des Gaules ne ressemble pas du tout aux guerres modernes. D'abord, la Gaule, telle que l'a définie César, n'est pas un ensemble de peuples unis. On retrouve sur ce territoire des dizaines de peuples indépendants. Certains sont des alliés de Rome. On est donc plus sur des guerres régionales qui s'interrompent en hiver. Les troupes restent souvent sur place. César, lui, rentre administrer ses provinces depuis la Gaule cisalpine. On se retrouve donc au printemps 58 et les Helvètes, voulant se déplacer vers le pays des Santons, pillent au passage les pays des Sécanes et des Éduins. Les Éduins, en tant qu'alliés de Rome, demandent de l'aide à César qui intervient. D'autres Gaulois demandent alors son aide face à la menace des Germains. Il écrasera leur roi, Arioviste, dans le sud de l'Alsace actuelle. En 57, César fait route avec 7 légions en direction de la Belgique. Il avait appris que de nombreux peuples conspiraient contre Rome. Il rejoint ses alliés, Rème, et écrase leur armée. Il fait ensuite assiéger Noviodonum, la capitale des Suétions. Il bat ensuite les Nerviens et les Atuatuques. Pendant ce temps, son lieutenant Crassus soumet l'Armorique. L'armée y passe l'hiver. Elle sera alors cernée par les Vénètes, puissants peuples maritimes qui essayent de soulever les peuples bretons. En 56, César fait bâtir une flotte et les affronte au large du Morbihan. Ils seront en grand nombre réduits en esclavage et une grande partie de leurs terres distribuées à leurs voisins. Il ira ensuite écraser les Morins. Son lieutenant Crassus a pour mission de pacifier l'Aquitaine. Il attaque les Sotiates, puis une coalition d'Aquitains et de Celtibères. Toutes les côtes sont désormais contrôlées par les Romains. En 55, les Germains franchissent à nouveau le Rhin. Après quelques victoires éphémères, ils seront écrasés par les légions. César ordonne l'exécution des prisonniers, hommes, femmes et enfants. Certaines sources parlent de 400 000 morts. Il fera ensuite construire un pont sur le Rhin pour lancer des raids en Germanie. Ensuite, il décida de traverser la Manche, car il accuse les Bretons de soutenir les révoltes gauloises. Les combats faillirent tourner au désastre, mais César obtient la soumission de quelques peuples bretons. En mai 54, César, ayant appris de ses erreurs, retraverse la Manche et débarque en Bretagne avec l'aide de 800 navires. Il affrontera le roi Cassivellaunus au-delà de la Tamise. Il rentre ensuite hiverner en Gaule. Mais les Romains doivent faire face à une révolte des Nerviens
des Trévires et des Éburons. Une légion est anéantie. 53. L'année est rude. César lève 3 légions et va écraser un gros soulèvement. Les territoires des Sénons, des Nerviens, Ménapes sont ravagés. Labienus s'occupe des Trévires. Ensuite, les Romains traversent le Rhin à nouveau pour faire passer l'envie aux Germains de venir aider les Gaulois. Mais de nombreuses réunions de chefs gaulois leur fait prendre conscience qu'ils ne pourraient repousser les armées romaines qu'en s'alliant. Ils se donnèrent un chef, un jeune prince arverne du nom de Vercingétorix, qui est ici, et décidèrent dans un serment de lancer la révolte. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la très bonne vidéo d'entrée en liste sur Vercingétorix, ici. Cette alliance était immense. On y trouvait des Sénons, les Parisies, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémovis, les Arvernes, les Andes, etc. Ce sont les Carnutes qui ouvrirent les hostilités en premier en massacrant tous les commerçants romains de la ville de Cénabum, Orléans. Plus tard, les Bituriges, les Rutènes, les Gabales et les Nitioborges rejoindront l'alliance. Le plan des Gaulois était simple, efficace, mais demandait d'énormes sacrifices. La tactique de la terre brûlée. Champs, réserves, villes, il ne devait rien rester afin d'affaiblir l'armée romaine. Ensuite, il devait au maximum éviter d'affronter l'armée romaine dans son ensemble, en pratiquant la guérilla. César, qui était rentré en Italie, traversa les Alpes à marche forcée, fit renforcer les défenses de Narbonne, menacée par les Cadurques, et ordonna à ses soldats de traverser le massif central enneigé pour piller le pays arverne. Ensuite, il gagna Vienne pour y retrouver de la cavalerie, puis remonta en territoire lingon où l'attendaient 2 légions. Vercingétorix, de son côté, s'attaqua aux Boïens, alliés de César, installés chez les Éduins. César se mit en marche et en profita pour laver l'affront de Cénabum. Rappelez-vous du massacre des commerçants romains, et fit raser la ville. Il alla ensuite assiéger Avaricum, Bourges, en terre biturige, l'une des rares villes que Vercingétorix n'avait pas détruite dans sa tactique de la terre brûlée, car les habitants l'avaient supplié de l'épargner. Il tenta en vain de desserrer la pression des Romains, puis demanda à la population d'abandonner la ville. Mais trop tard. Les Romains entrèrent et massacrèrent toute la population. 800 survivants sur un total de 40 000. De plus, les Romains qui manquaient de vivres y reconstituèrent leur stock. César profita de la situation pour aller porter la guerre à nouveau chez les Arvernes et assiégea leur plus grosse ville, Gergovie, où Vercingétorix était retranché. Fort de ses 6 légions, César n'arriva pas à prendre la ville. Il tente le siège, mais c'est un désastre. Les Romains sont alors contraints de se replier chez les Lingons, peuple toujours fidèle à Rome. De plus, les Éduins, peuple allié depuis longtemps, décident de rejoindre la coalition. Vercingétorix est alors confirmé dans son rôle de chef à Bibracte et bien sûr est convaincu que sa tactique était la bonne. Il décide donc d'aller vers le sud pour porter la guerre en Narbonnaise. Les Éduins attaquent les Allobroges, les Gabales et Arvernes les Elviens, et les Rutènes et Cadurques attaquent les Volques arécomiques. Mais la province résiste. César, lui, entre-temps, a eu le temps de reconstituer sa cavalerie avec des mercenaires germains et fonça à son tour vers le sud avec 12 légions pour aller porter secours à la Narbonnaise. Et c'est aux environs du Morvan, vers Fin-les-Moutiers, que se déroula l'extraordinaire retournement de situation. Vercingétorix lança sa cavalerie à l'attaque. Les combats seront féroces et incertains jusqu'au bout, jusqu'à ce que César envoie la cavalerie germaine. Les Gaulois sont alors forcés de se replier. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce changement de tactique? Est-ce que Vercingétorix a été contraint par les chefs gaulois d'attaquer au lieu de poursuivre la tactique de harcèlement et de terre brûlée? Nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, la bataille a été rude pour les 2 camps. Plutarque raconte même que le glaive de César a été dérobé par un Arverne durant la bataille. L'armée de Vercingétorix, environ 80 000 fantassins et ce qui lui reste de ses 15 000 cavaliers, va alors se réfugier ici, dans l'oppidum d'Alésia, chez les Mandubiens. Aujourd'hui, à Lise-Sainte-Reine. Il pensait alors reproduire l'exploit de Gergovie. Seulement, il commit dès le départ 3 erreurs qui vont lui être fatales, et c'est un autre grand tacticien qui les a relevées. Napoléon Ier. La première de ces erreurs a été de s'enfermer dans l'oppidum avec autant d'hommes.
alors que 20 000 défenseurs étaient largement suffisants pour tenir la ville. La seconde est liée à la première, trop de bouches à nourrir. La troisième, c'est que, contrairement à Gergovie, César possédait toute son armée et la volonté de prendre sa revanche. Alésia est perchée à 150 mètres, occupe environ 100 hectares et ne manque pas d'eau. Cette colline est protégée par 2 rivières, l'Oze et l'Ozerin, qui se jettent dans la Brenne. Vercingétorix se croit à l'abri. César, lui, y voit une opportunité. L'oppidum est encerclé par 4 montagnes. Au nord, le mont Réa et la montagne de Bussy. Au sud, le mont Pennevel et Flavigny. Un peu plus loin se dresse la montagne de Mussy. Après avoir observé la situation, il ordonne la construction de camps autour de l'oppidum et 23 postes fortifiés. Voyant Alésia se faire ceinturer, Vercingétorix envoie sa cavalerie et provoque un affrontement dans la plaine. Les Romains furent mis en difficulté. César envoya alors la cavalerie germaine qui encore une fois sera décisive. Les Gaulois seront contraints de se retirer. Les pertes sont très lourdes. La nuit qui suit, Vercingétorix renvoie ce qui lui reste de cavalerie lever une armée de secours. Il est bien décidé à fixer l'armée romaine et d'attendre. Ils ont de quoi tenir un mois de siège. César, apprenant son projet, fit relier les forts entre eux par une double ligne de remparts. Une ligne tournée vers l'intérieur, contre Valacion, d'environ 15 km, pour empêcher les assiégés de sortir et les condamner à mourir de faim. Une ligne tournée vers l'extérieur, circonvallation, d'environ 21 km, pour repousser les armées de secours. Les Romains construisirent ce dispositif malgré les attaques des Gaulois. Ces palissades sont parsemées de tours et pour bien accueillir les assaillants, les Romains construisirent 2 fossés. La terre va servir à élever le talus, dont un gros qui accueillera la palissade en bois. Le fossé le plus éloigné est rempli d'eau. De plus, de nombreux pièges sont construits. Trous de loup, abattis artificiels, aiguillons, qui sont des pieux courts surmontés d'un petit fer. L'archéologue Christian Goudinot nous dit que selon les endroits, les pièges étaient différents. Les Romains s'adaptent. Donc on se retrouve ici devant les... Alors c'est laquelle là? Dis-moi. C'est laquelle? C'est la contrevallation. C'est la contrevallation parce qu'on est à l'intérieur. Derrière la caméra, il y a Alésia. Ouais, l'oppidum. Ici. Voilà. Et il y a les circonvallations de l'autre côté. Donc il y a une double ligne. Donc est-ce que tu peux nous décrire comment les Romains ont construit ces défenses qui sont quand même assez inédites, je pense, pour l'époque Je ne sais pas si elles sont inédites. En tout cas, c'est une technique des Romains. De faire le siège et de construire des défenses. Voilà. Dès qu'ils montent un camp, ils ont quand même l'habitude de faire des tours, de faire des protections et tout ça. Mais est-ce que... de cette dimension, voilà, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand on sait que le siège d'Alésia a duré 2 mois. Donc ça veut dire qu'ils ont construit ça de manière ultra rapide. En effet, donc on a l'oppidum dans lequel se réfugie Vercingétorix. César, pour faire le siège, construit donc la première ligne qu'on va appeler la contrevallation. Ça, c'est des noms qu'on appelle c'est au 19e que ces noms apparaissent. Donc il va faire 15 km. Et puis quand il va apprendre que Vercingétorix a envoyé des émissaires pour lever l'armée de secours pour venir le délivrer, il va construire donc la fameuse deuxième ligne, qui est un peu plus large de 22 km pour protéger ses arrières, et il va installer ses troupes entre les deux, et ses troupes et ses camps entre ces 2 lignes de fortification. Donc c'est en effet un talus avec palissades et tours de guet, de défense, et c'est là que viennent se fracasser, j'ai envie de dire, à chaque fois l'objectif des Gaulois, c'est d'essayer de casser ce cercle qui les entoure et de s'en sortir. Avant d'arriver au talus, les Romains avaient l'habitude de positionner des obstacles. Donc en effet, il y a des fossés qui permettent déjà de ralentir une cavalerie, ou des choses comme ça, ou le franchissement des hommes. Ouais. Donc on peut supposer que la terre en effet extraite sert à constituer les talus qui sont derrière nous. Donc après les fossés, ils viennent d'autres pièges, quoi. Oui, nous en exemple, en reconstitution, on a mis les stimuli. Alors les stimuli, c'est une petite pointe de métal qui est enterrée dans le sol et il y a juste la pointe de métal qui sort. Donc si vous mettez le pied ou s'il y a un sabot de cheval qui se prend dessus, ça blesse. Voilà. Et après vous avez les sipis, donc qui sont
ces branchages taillés, on pourrait dire que c'est peut-être l'ancêtre un peu du barbelé, ces branchages taillés qui empêchent bien évidemment l'avancée et le franchissement de la part des Gaulois qui se pointent pour prendre d'assaut ces fameuses tours. Donc à peu près tous les 15-20 mètres, il y avait une tour. Oui, à peu près, on est dans ces eaux-là. Alors pas forcément de manière systématique le long des 15 ou des 22 km. Oui. On pouvait peut-être avoir des zones où il y avait peut-être plus où on ne pouvait pas avoir d'assaut, où il n'y avait peut-être pas de tour. Oui, il faut savoir qu'ils n'ont pas construit que dans la plaine, ils ont construit aussi sur les montagnes. Sur le long des collines. Donc, le camp de César est là-bas sur la colline de Flavigny. Donc en effet, il devait y avoir des défenses aussi. Dans les pentes. Dans les pentes, exactement. Donc c'était plus difficile. Ouais. Depuis le haut de tour, on peut supposer qu'il y a peut-être des scorpions qui tirent des flèches ou l'onagre, l'ancêtre de la catapulte, qui peut être à l'intérieur et qui peut projeter par-dessus. Voilà. Donc après, c'est le légionnaire, hein, on sait qu'il sait tout faire. Hein, donc il est aussi bien terrassier, bûcheron que. Enfin voilà. Il y a le train aussi, hein, tout ce qui est derrière qui suit les troupes, où on peut supposer qu'il y a en effet des Romains qui sont plutôt là comme ouvriers. Voilà. Mais en tout cas, c'est une espèce de prouesse d'avoir en quelques semaines construit ces deux lignes. Eh bien merci. Ben, de rien, avec plaisir. Donc je rappelle qu'on est au Muséoparc d'Alésia, donc si ça vous dit de faire un tour l'an prochain, ils refont toute leur scénographie. Ah oui, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, encore plus beau que cette année aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup Michel. Et... de rien, c'était un plaisir de vous accueillir sur le vrai site de la bataille. On est sur le champ de bataille. Moi je suis tout excité, je suis hyper content d'être là. On est au cœur, on peut parler d'Alésia ici, c'est juste parfait. Donc très bon choix, j'ai envie de dire. Non mais merci en tout cas merci à toi. De l'intérêt. Voilà. À bientôt. À bientôt. Après un mois de siège, les Romains commencent à manquer à manger, mais c'est déjà la famine dans Alésia. Vercingétorix prit alors la décision difficile de se débarrasser des civils mendubiens. Ils vont alors errer entre l'oppidum et les défenses romaines jusqu'à mourir de faim. Je vous laisse imaginer l'impact psychologique sur les assiégés qui vont assister, impuissants, à leur terrible faim. L'armée de secours finit enfin par arriver, levée par le cousin de Vercingétorix, Vercassivelonos. Les négociations entre les peuples gaulois ont été longues, et tous n'ont pas répondu présent. Mais quand même, l'armée est tout de même impressionnante. 240 000 fantassins et près de 8 000 cavaliers. César, lui, avait entre 60 et 70 000 légionnaires. Une fois arrivée, l'armée de secours s'installe sur les hauteurs à 1500 mètres des défenses romaines, probablement sur la montagne de Mucie-la-Fosse. Face à eux, la plaine des Lômes, traversée par la rivière de la Brenne. Le lendemain, l'armée se déploya dans la plaine, les cavaliers en tête. Elle devait occuper tout l'espace tellement elle était gigantesque. De leur côté, les assiégés, voyant cela, reprirent espoir. Vercingétorix prépara l'attaque de son côté, le marteau et l'enclume. Les Romains, eux, étaient au milieu. Je n'aurais pas aimé être dans la peau d'un légionnaire à ce moment-là. Les Gaulois assiégés avancèrent et comblèrent les fosses, avec de la terre et des lais, qui sont des treillis en osier. César fit sortir sa cavalerie dans la plaine et garda le gros de son infanterie à l'intérieur des palissades. La bataille dura environ 7 heures jusqu'au coucher du soleil et resta jusqu'au bout incertaine. Ce sont probablement les cavaliers germains que César avait gardés en réserve qui firent comme toujours la différence. Les Gaulois durent se retirer dans leur retranchement. Le lendemain, les Gaulois qui avaient pris connaissance des défenses romaines confectionnèrent du matériel, échelles, clés, grappins, etc. La nuit venue, ils s'approchèrent des remparts sans un bruit. Puis, au moment de passer à l'assaut, hurlèrent pour avertir l'oppidum. Vercingétorix rassembla ses troupes et les mena à l'assaut des contrevallations. De leur côté, les Romains étaient prêts à les accueillir. Ils sortirent leurs glaives, pilas et frondes. Dans l'obscurité, on tirait un peu au pifou, et les pertes dans les deux camps furent au début très importantes. Puis, les Romains reprirent l'avantage grâce à leurs pièges, aux javelots lourds et à leurs machines de guerre. Le lever du jour approchant, et craignant d'être attaqués par derrière depuis les forts romains situés sur la montagne de Flavigny, ils décidèrent de rentrer au camp.
De leur côté, les Gaulois assiégés n'avaient même pas eu le temps d'atteindre les fortifications romaines. Le lendemain, le conseil de guerre gaulois se réunit afin de trouver une autre tactique. Des Mandubiens, habitants de la région, décrivirent en détail la construction des défenses. Ils trouvèrent alors un point faible. Les palissades construites au nord, vers le mont Rhéa, étaient fragiles car construites au milieu de la pente. Elles ne montaient pas sur la montagne comme les autres. César, en bon général quand même, connaissait ces faiblesses et y avait affecté 2 légions de soldats expérimentés. Durant la nuit, c'est près de 60 000 hommes commandés par le cousin de Vercingétorix, Vercassivélonos, qui se mirent en route. Ils firent un grand détour pour ne pas se faire repérer. Au petit jour, ils arrivèrent sur place et se reposèrent à l'abri des regards, probablement là où se trouve le village de Ménetreux-le-Pitois. L'attaque se déroula aux environs de midi. Dans le même temps, la cavalerie gauloise attaqua les circonvallations et pendant ce temps, l'infanterie prenait position. De son côté, Vercingétorix, apercevant les mouvements des troupes, fit sortir une nouvelle fois ses hommes. Cette fois, ils réussirent à franchir le fossé et s'attaquèrent à la contrevallation. C'était la première fois que les Romains devaient faire face à autant d'attaques. Les défenses devaient s'étirer, ce qui affaiblissait leur efficacité. César observait les combats et donnait ses ordres depuis la montagne de Flavinie. Du côté de Mont-Rhéa, les Gaulois avaient bien pris la mesure des faiblesses de la défense romaine. Et Vercassivélonos était un bon commandant. Les Romains commençaient à faiblir. Apprenant ça, César envoya son meilleur général, Titus Labienus, avec 6 cohortes en renfort. Dans la plaine, du côté de la rivière Ozerain, César accourut et remonta le moral des troupes qui résistèrent. Vercingétorix, n'arrivant pas à percer du côté du mont Rhéa, décida de rabattre ses troupes vers l'Ozerain, là où on ne l'attendait pas car les défenses étaient plus dures à attaquer qu'à en hauteur. L'effet de surprise fonctionna et les défenseurs durent se retirer. Les Gaulois attaquèrent alors les défenses avec des crocs positionnés au bout de longs bâtons. César avait observé le mouvement et envoya en renfort Brutus, puis Caius Fabius Maximus. Mais ce n'était pas suffisant. Il dut alors intervenir lui-même pour établir la situation et ensuite partir vers le mont Rhéa, là où la situation empirait. Labienus, malgré les renforts, ne contrôlait pas la situation. Il dut faire venir la moitié de l'armée pour faire face. César donna l'ordre aux troupes qui restaient, notamment dans les forts de la montagne de Bucie, de contourner la circonvallation et d'attaquer les Gaulois par derrière. Il se plaça à leur tête, drapé dans son manteau rouge de général. La bataille et l'avenir des Gaules allaient se jouer là. Les combats s'engagèrent avec une féroce intensité. Chaque camp savait que cet instant allait être décisif. La cavalerie germaine, qui jusqu'ici n'avait pas bougé, avait contourné les Gaulois en escaladant la montagne. Ils foncèrent sur eux dans la plaine de Grésini. L'effet de surprise fut dévastateur. Ce fut un véritable carnage. Les assiégés observèrent le spectacle impuissant. Tous leurs espoirs mouraient en même temps que leurs camarades. Peu de temps plus tard, les survivants de l'armée de secours abandonnèrent leur position. César lança la cavalerie à leur trousse. Une bonne partie sera rattrapée et réduite en esclavage. Le lendemain, Vercingétorix capitula. Les Gaulois jetèrent alors leurs armes par-dessus le mur d'Alésia et les chefs se livrèrent. Ils seront eux aussi réduits en esclavage, à l'exception des Éduins et des Arvernes. César ménage ces peuples puissants afin de pouvoir compter sur eux plus tard. Il faut donc oublier ce tableau de Lionel Royer qui s'inspire d'auteurs tardifs ou sur de mauvaises interprétations des textes. Il est impossible qu'un ennemi armé se soit approché du proconsul. Mais l'image est belle. Dans la réalité, Vercingétorix est certainement présenté enchaîné devant César. Alors les Gaules tombèrent terre avec Alésia. Pas tout à fait, il y aura encore de nombreuses révoltes durant toute l'année 51. Les Carnutes, Bellovaques, Armoricains, Belges, etc. Souvent durement écrasés, comme celle des Cadurques d'Uxellodonum, proche de Cap-de-Nac dans le Lot, où les survivants auront les mains tranchées avant d'être renvoyés chez eux. César était impatient d'en finir. En 50, après quasiment 8 années de guerre et probablement 1 million de morts et 1 million de Gaulois réduits en esclavage, la Gaule est définitivement entre les mains de Rome. Que deviendra Vercingétorix ? Il sera détenu 4 ans et suivra même César dans ses campagnes militaires.
puis il sera emprisonné à Rome au Télianum 2 ans de plus. Il accompagnera César au moment de son triomphe le 26 septembre 46. Ensuite, on n'entendra plus jamais parler de lui. Il fut probablement exécuté dans sa cellule, mais les historiens n'en savent pas plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Ça aide au référencement. Merci au Musée au Parc d'Alésia et à Michel Rouget pour son accueil. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux, ils ont YouTube, ils ont Facebook, etc. Je vous mets les liens dans la description. Si vous passez en Bourgogne, n'hésitez pas à venir faire un tour à Alise Sainte-Reine. A très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.